15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio J Mag pour découvrir l'intégralité de cette émission, ou aussi la redécouvrir en podcast sur radioj.fr. Nous sommes mercredi 20 novembre 2024, c'est le jour des enfants. Alors parlons-en, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, vient de nommer Linda McMahon au ministère de l'Éducation nationale et il faut dire que cette dame a le CV idéal pour gérer des enfants récalcitrants et rebelles. Parce que c'est l'ex-patronne de la Fédération américaine de catch, la WWE. Quand on sait que chez nous, c'est... je sais pas qui c'est déjà, la ministre de l'Éducation nationale, mais peu importe. En tout cas, une prochaine fois, on prendra Teddy Riner. À la fois, il a un côté rassurant, mais si t'es pas sage, tu vas la sentir passer l'heure de colle qui va te mettre dans la tête. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va parler de grands enfants, pas toujours sages, ou plutôt d'adultes qui font des petites bêtises ou des gros mensonges. Le tout dans le rire et au théâtre. Une intelligence du jeu, un sens du comique imparable, une gestuelle millimétrée, une énergie débordante mais savamment dosée. Sa présence amuse et rassure, le gendre idéal ou le parfait salaud, l'artiste tourmenté ou le golden boy assumé, l'ange ou le démon, il saura tout vous jouer. Mais cet illusionniste a plus d'un tour dans son sac, donnez-lui un registre sombre, une partition de musique, une chorégraphie ou un combat d'arts martiaux. Il pourra aussi y être à l'aise comme un poisson dans l'eau. Ces dernières années, on lui doit beaucoup de nos rires de début de soirée. J'ai le grand plaisir d'accueillir le comédien, acteur, chanteur, danseur Lou Denis Elion. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est très gentil. Ça va, j'ai bien résumé à peu près. Oh bah oui, c'est parfait, bravo, merci. C'est bon, allez, au revoir. Allez, c'est parti. Allez, bisous. Écoutez, comment ça va ? Tiens, j'ai envie de vous faire écouter un petit son qui va nous mettre dans l'ambiance. Ça vous dit quelque chose ? Cette intro de... Ça va venir. On se met dans l'ambiance. Ouais. Pour être dans une après-midi groovy. Oh oui, ça y est, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Oui, ça y est, c'est bon. J'entendais. Ouais, c'est Kurt Elling. Kurt Elling, Ouais. Super Blue. Vous sentez Super Blue cet après-midi, j'espère pas. Non, ça va. Non, mais après, Super Blue, ça peut être Ça peut être un ciel couleur du super studio, bleu, donc c'est pas mal. Voilà. Voilà. Donc, Lou Denis, je vous reçois aujourd'hui parce que je vous ai vu, je vous ai applaudi avec votre trio. Enfin, vous êtes dans un trio de choc en tout cas. Je suis ravi de vous recevoir dans ce studio parce que vous m'avez beaucoup fait rire. Et mieux aussi d'une certaine manière. Donc, vous êtes actuellement à l'affiche au Théâtre Rive Gauche dans Rupture à domicile. Mm-hmm. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez y aller du mardi au samedi 21h et les dimanches 15h. C'est jusqu'au 19 janvier. Et donc, vous y êtes accompagné de deux comédiens talentueux. Oui. J'ai eu le plaisir de recevoir Cyril Garnier il y a quelques jours. Mm-hmm. Et vous êtes aussi avec Isabelle Vitari. Oui. Et alors, vous êtes à 3 sur scène, mais on a l'impression que vous êtes beaucoup plus que ça, tellement ça fuse. Voilà, les vannes, les punchlines, les révélations, les mensonges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Déjà, comment est arrivé à votre porte et non pas le serial killer de Rupture, mais le projet. Comment est arrivé ce projet chez vous, donc? Eh ben, je crois que ça faisait un petit moment que Tristan Petit-Girard avait envie de travailler avec nous tous les trois. Et donc, il m'a contacté et envoyé cette pièce que je pense que Cyril vous l'a dit, on l'a lu très, 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 très vite. Et quand on lit très vite un projet, c'est que c'est bien. En général, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri, été autant intéressé. Et puis, ce rôle, je voyais tout le potentiel comique et pas que, enfin, toute la dimension de jeu. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'était un gros coup de cœur directement dès la lecture. Et puis quand il m'a dit le casting aussi, c'était super. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que effectivement Tristan Petit-Girard est un être incontournable du théâtre parisien. Et j'ai reçu pas mal de personnes qui travaillent avec lui. Et c'est un peu toujours la même introduction. Bah voilà, il a pensé à moi. Oui, donc, c'est ça. Donc c'est assez formidable comme ça, effectivement, que quelqu'un pense à vous et se dise ce rôle-là. En plus, alors pour la petite histoire, cette pièce existe donc déjà depuis 10 ans à peu près, voilà. Et il y a eu un premier casting. Ouais. Donc c'est pas toujours évident forcément de revenir, surtout que c'est lui l'auteur et le metteur en scène. Comment s'est passé le travail avec lui pour justement arriver avec une nouvelle énergie, bien qu'on sache déjà qu'est-ce qui fait rire, quels sont et comment marche la machine, si je veux dire. Oui, en fait moi j'ai pris ce truc-là comme une partition musicale. Voilà, comme je suis musicien aussi, quand on a une partition de Mozart ou de qui que ce soit qui arrive, on peut pas changer les notes.
effectivement. Mais par contre, on va utiliser notre instrument à nous, notre corps à nous. Donc le rythme peut changer par Exactement. contre. Le rythme peut un peu changer, mais il y a toujours la dynamique du texte parce que c'est comme il la connaît par cœur, comme il l'a écrite, comme il l'a jouée. Elle se joue aussi dans 14 pays dans le monde, donc il la connaît extraordinaire comme vraiment success par story cœur, de oui. théâtre. Ouais. Et puis surtout, il a remarqué que malgré la différence des langues, les rires arrivent toujours au même endroit. Il y a vraiment des rendez-vous. Et donc pendant les répétitions, parfois il y avait des endroits où il sentait qu'il n'y avait pas le rendez-vous parce que c'était notre interprétation, notre lecture. Donc parfois on déplaçait un peu les choses et il a dit non, attention, ici c'est rire. Oui, c'est ça. Lui, il a vraiment la symphonie dans la tête. Exactement. Et Oui, effectivement, il a toute et la le musique. rythme non seulement de son texte, mais aussi du texte du public, c'est-à-dire son rire, quoi. Exactement. Mais voilà, par contre, il nous a laissé totale liberté dans comment on s'approprie les personnages, bien sûr, parce que évidemment, on va pas faire du copier-coller. Déjà parce qu'on n'avait pas vu l'ancienne interprétation. Et ça, c'est mieux, d'ailleurs. Et ça, c'est mieux. Oui, c'est toujours mieux parce que voilà, parfois on peut s'appuyer sur certaines choses. Exactement. Vous utilisez vraiment vos forces à vous et votre manière d'être, votre authenticité. Et vraiment, je dois dire, moi, j'ai pas vu la pièce avant et je ne la connaissais pas. Et je dois dire que ces rôles vous vont à tous les trois vraiment à merveille parce que vous y apportez chacun votre savoir-faire. Je recevais donc Cyril Garnier qui est lui plus dans un jeu, dans la retenue et tout passe justement dans des fois juste dans des regards. Vous avez un rôle qui est beaucoup plus dans l'urgence, dans la panique. Exactement. Et effectivement, c'est un registre que vous maîtrisez très bien. Et on voit toute l'étendue de votre jeu. Et en plus, je pense que c'est un registre dont vous avez l'habitude parce que comme vous venez effectivement du programme court et il faut savoir faire rire de manière assez immédiate, j'imagine que ça vous a servi de reprendre cette énergie-là dans cette pièce. Oui, tout à fait, mais c'est aussi surtout j'ai toujours été fan du cirque et des clowns en fait. Et donc c'est passion pour le cinéma burlesque, le cinéma muet, tout ça. Et justement, donc on va en parler. Ouais. Et donc toute cette propension à faire à travailler le corps pour faire rire. Et donc oui, Cyril Garnier, il est plutôt dans le rôle du clown blanc et moi de l'Auguste, quoi. Et donc quand il y a cette opposition qui est bien personnifiée, les comédies en général marchent très très bien. Et en même temps, ce qui est vraiment remarquable, c'est que je trouve que vous avez chacun le risque des fois dans ce genre de pièce, c'est que quelqu'un tire la couverture à soi, parasite. Et là, c'est vraiment très équilibré. Je trouve que vraiment chacun a sa partition, vraiment comme un trio de musique, comme vous l'avez dit, où on entendrait vraiment chaque instrument. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Alors on va un peu faire écouter aux auditeurs de quoi il s'agit. Bande-annonce. On peut rater son histoire, mais réussir sa rupture. Eric ? Gaël, c'est mon métier. J'aide les gens à se libérer. Mais comment tu m'as retrouvé ? C'est compliqué. Je suis surprise que t'aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais pas là ? Bon, moi j'ai très envie de voir qui c'est. Il va pas ! Bien et moi, nous avons nos petits secrets. Surtout toi. Je déteste le mensonge ! Ça peut me rendre mal ! On sympathise. Entre hommes. Tu risquerais d'avoir peur d'elle après. Il a pété les deux genoux là. Quoi ? Avec un rouleau à pâtisserie. Bam ! Madame Blondeau y a pensé ! Alors ce sera saignant. Je crois rien à ce que vous racontez ! Chérie, ton mec m'a engagé pour te larguer. Mais t'inquiète pas, je suis là. Et je ne savais pas que c'était toi. Il va pas falloir que tu le prennes mal. Ok, on va se détendre là. Ce qui est amusant, déjà ça m'amuse de réentendre ces répliques parce que ça me renvoie dans la pièce. Effectivement, on entend la folie d'Isabelle Vitari avec des passages assez très très drôles où elle part dans l'hystérie comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous dans la justesse. Ce qui est important dans ce genre de pièce, c'est qu'on y croit. Et déjà, on croit à vos histoires de couple, à chacun. J'imagine que le casting aussi devait se faire là-dessus, parce qu'il fallait croire à votre couple, à vous, avec Isabelle, et à celui d'Isabelle avec Cyril Garnier. Et vous avez un peu un parcours avec des ressemblances, je dirais, vous trois. Oui, vous c'est venez vrai. tous les trois un peu du registre comique. De la télévision aussi. de la télévision aussi. De quotidienne. Effectivement, et de rôles récurrents, et c'est vrai, de ce rythme comique, que ce soit à travers le duo de Cyril Garnier, le one de Isabelle Vitari, ou vous, avec les pastilles que vous faisiez avant dans le comité de la claque. Et vous aviez. Comment ça a été de travailler tous les trois ensemble ? Vous avez vite trouvé votre rythme ? Oui, puis surtout, ce qui était. Tristan
Tristan a le talent de s'entourer de gens qui l'apprécient déjà et qui seront faciles à travailler. C'est-à-dire des gens avec un ego bien placé. Oui, il faut toujours très un important. ego, hein. Mais là, il est bien placé. C'est vraiment le cas avec Cyril et Isabelle. On s'est tout de suite dit, s'il y en a un qui déconne, on se le dit. Ouais. Voilà, si ça va pas, Contrairement à dans la pièce où on se dit pas les choses. Voilà, exactement. Vous vous êtes dit, on va être honnête entre nous, on entre se nous. le dit. Voilà, si on sent pas un truc et tout ça, il y a pas de problème. C'est comme ça. Chacun s'exprime et donc voilà, on a vraiment créé cette ambiance d'amitié et c'est un bonheur de travailler avec eux deux. Ouais. Alors pour revenir sur le pitch, du coup on a entendu un petit peu, mais Ouais. donc est-ce que vous pouvez nous refaire un petit topo de ce qu'on va voir dans cette rom-com comme à l'anglaise un peu, il y a cet esprit un peu comédie à l'anglaise. Exactement, oui. Avec effectivement des choses qui partent complètement en vrille. Ouais, c'est ça. Bah alors donc c'est le personnage de Cyril qui est en fait un expert en rupture. Si vous ne savez pas comment rompre, et ben vous l'appelez et c'est lui qui s'en charge à votre place. Alors qu'il y a plein de formules différentes et donc il est missionné par quelqu'un, on ne sait pas par qui au début de la pièce, et il va aller exécuter sa mission. Il sonne à la porte et il tombe sur Isabelle Vitari qui interprète le personnage en fait c'est son amour passé, son grand amour qu'il a quitté il y a 7 ans. Donc il se retrouve extrêmement troublé parce qu'évidemment il veut pas lui dire son nouveau métier qui est un petit peu spécial. Elle est impressionnée et donc voilà, il va quand même rentrer chez elle et puis déjà va commencer le mensonge où lui il va dire qu'il a retrouvé un petit peu par hasard, elle va pas trop comprendre et d'un seul coup va débarquer mon personnage qui en fait est le missionnaire, enfin celui qui a commandité la mission et qui est plein de regrets en fait, qui veut absolument tout annuler et donc il va débarquer Mayday exactement, qui va débarquer dans une panique totale chez Isabelle Vitari Joué, j'imagine. et lui dire est-ce que t'as vu quelqu'un et puis en fait le personnage de Cyril n'est pas là enfin je le vois pas en tout cas et je dis est-ce que quelqu'un est venu, elle me dit oui, oula un homme, oui il t'a parlé et là je vais commencer à rentrer moi dans des mensonges absolument incroyables et c'est là que la pièce commence vraiment dans l'humour, c'est que chaque personnage va se mentir à un niveau différent. Donc moi, je vais bien sûr éviter que le personnage d'Isabelle sache que je voulais rompre avec elle. Cyril ne veut pas que je révèle qu'il fait un métier un peu spécial. Voilà, le serial rupture à domicile. Voilà. Et puis Isabelle ne veut pas que je sache que c'est son ex. Donc voilà, il y a ce triangle infernal qui va commencer. On va tous... en fait, c'est ça qui est très drôle dans la pièce, c'est que chacun va prendre le pouvoir au fur et à mesure. Exactement, c'est ça qui est très drôle, c'est que ça se renverse à chaque fois. Exactement. Et on se dit c'est ce personnage qui va gagner et puis non, à chaque fois il y a une trouvaille, une découverte. Et puis même le rôle du méchant ou du gentil change en bah fait, oui, il y a aussi ça. Ouais. À un moment on est en empathie avec l'un, puis après on se dit ouais mais quand même non c'est l'autre et c'est vrai que c'est vraiment très amusant parce que c'est comme ça jusqu'au bout et vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière. Oui, jusqu'à la dernière phrase. Réplique. Donc il y a des retournements de situation, donc c'est vraiment à aller voir si vous avez envie de rire et de vous détendre parce que ça fait vraiment du bien. Et alors évidemment moi-même j'ai vraiment beaucoup ri et voilà, j'avais les joues qui avaient mal de rire et c'est vrai que c'était assez unanime l'ambiance dans la salle ce soir-là. Je suis venu un samedi soir et je crois que c'est encore le public qui parle le mieux de tout ça. Bien joué, très drôle, bien joué. Voilà, il y a un beau jeu de scène, on a bien rigolé et puis oui, c'est une bonne pièce. Un bon moment. Ouais, un bon moment. Soirée, voilà. Très belle soirée. Bon moment de... Très bien joué. Ouais, très bien joué. Ouais, les acteurs sont super. Très bien. Bah, c'était super, génial. C'est vraiment une pièce où on s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, il y a beaucoup de retournements et exceptionnel. Bravo à eux. C'était très bien écrit, très bien joué, très agréable. On s'ennuie pas une minute. Vraiment très bien. Moi j'ai adoré le quiproquo, moi je trouve ça toujours très très drôle au théâtre. C'était tous les trois super. J'ai passé un très très bon moment, voilà. On passe un super moment, ça fait du bien. Il n'y a pas de temps, il y a pas de temps mort. Les comédiens sont extra quoi. C'est à voir, à revoir, oui. Trop bien. À recommander. J'ai payé personne. En tout cas, c'est très bien joué. C'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui avez fait toutes les voix parce que vous faites de la voix off aussi, évidemment. Il a tous les talents, on vous le dit, nous, Denis. Vous faites vachement bien les voix féminines. Oui, très fort. Les voix de Damagé. Très bon registre. Non, vous êtes. C'est quoi, vous, ténor? Oui, j'étais ténor. Ouais, ténor. J'étais. On l'est pas toute sa vie, ça change. Non, je fais beaucoup moins de musique classique. Enfin, j'en fais quasiment plus, donc oui, je le dis moi.
En tout cas, un ténor qui fait vachement bien les aigus. Et c'est vrai que voilà, c'était assez unanime. Alors, il y a quand même un monsieur qui m'a dit, alors c'est marrant, moi je suis venu parce que je connaissais bien la pièce et j'avais joué le rôle de Lou Denis et Lion et je voulais savoir comment voilà, eux ils s'en sortaient. Ah bah vraiment, c'était super. Donc, Oui, je l'ai rencontré après la pièce. On a discuté ensemble. Oui, il m'a dit, j'ai fait d'accord. Et tout. Donc il m'a dit, oui, on pouvait faire ça et tout. Donc c'était rigolo. Ah bah voilà. Ouais. Donc effectivement, d'ailleurs, c'est vrai que vous avez été longtemps face caméra et j'imagine, qu'est-ce que ça vous fait comme ça vraiment? Enfin, ça fait un moment que vous êtes revenu à la scène, dans d'autres pièces avant également, mais c'est quoi les sensations de revenir sur scène par rapport à c'est vrai, toute cette machinerie, toute cette équipe technique qui vous entoure quand vous êtes, il y a moins l'immédiateté, j'imagine, Oui, bien de sûr. la sensation avec le public. Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? Ah bah c'est vraiment totalement différent de l'image. Moi ce que j'adore au théâtre, c'est cette sensation de saut en parachute. Tous les soirs, on sait pas si le parachute va bien s'ouvrir. Voilà. Donc non mais c'est surtout que dans les pièces d'humour comme ça, c'est un dialogue avec le public. Donc il faut essayer de sentir les salles. Parfois ça peut arriver qu'on ait des plus petites salles, donc les gens sont un petit peu plus timides dans leur expression. Donc il faut essayer de pas trop les brusquer, de ça, parce qu'ils sont voilà, oui, ils il faut sont doser tout seuls. Oui, il en faut fonction, doser. effectivement, encore une fois, comme dans la musique, il faut doser en fonction de eux, Exactement. l'énergie qu'ils vous donnent. Exactement. Et voir jusqu'où vous pouvez pousser le curseur de vos intentions et de jusqu'où elles vont dans l'intensité, j'imagine. Exactement. Donc c'est ce côté en direct, en live, c'est le spectacle vivant qui est passionnant. Effectivement. Alors, je sais que vous avez d'autres projets. On va parler de tout ça. J'ai envie de jouer avec vous parce que vous êtes joueur. Ah oui. Alors, je vais vous proposer un petit jeu pendant toute cette émission. Je vais vous donner 3 mots. Ouais. Et vous-même, vous allez m'en donner 3. Okay. On devra les caser pendant cette émission, pendant notre conversation de manière tout à fait fluide. Vous pouvez même me faire une voix de fille si vous voulez. Et donc voilà, je vous mets sur la voie, je vous lance. Comme ça, je vous laisse le temps de réfléchir aux 3 pièges que vous allez me sortir. Je vous donne domino, particule et péplum. Et je vous donne ce petit papier pour que vous c'est très entendiez. gentil ça. Voilà. Parfait. Quand vous placerez ce mot, vous entendrez ce petit. D'accord. À votre tour de me coller. Alors, est-ce que je suis méchant ou pas? Ouais, soyez méchant. Ouais. Alors, vous pouvez aller loin. Qu'est-ce que je pourrais dire? On va dire. Soyez comme votre personnage. Parallélépipède. Très bien. J'ai toujours à caser à l'apéro entre des Pringles et. C'est pas mal. On va dire. Faut que je me rappelle comment on l'écrit, mais tout va bien. Oui, non, je sais pas non plus. Ouais, je suis pas mal. Je suis pas sûr du nombre de. On pourrait dire. Un petit parallélépipède comme ça. C'est mince, j'ai pas d'idée. Ça peut venir. Ouais, au fur et à mesure. Après, si vous voulez. On va dire pellicule. Pellicule, il y a beaucoup de P. Oui, c'est bien. Et on va dire topinambour. Très bien. Parfait, j'adore. Vous êtes très inspiré, oui. Mon cher Lou Denis. Alors, écoutez, on va placer ça quand on voudra. En attendant, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. D'accord. Si je donne des fausses informations. Ok. Voilà, si c'est des fake news, ce que je raconte. Vous avez un buzzer devant vous, n'hésitez pas, allez-y, testez-le. Voilà. Ça vachement bien, j'adore. Voilà. Ça donne tout de suite le truc. Donc c'est parti, nous sommes le 9 septembre 1900... Je sais pas, il paraît qu'il faut pas dire pour les comédiennes. Alors comme on est dans une société paritaire, on le dit pas pour les comédiens non plus. Voilà. À Fontenay-aux-Roses. Et donc c'est ce jour-là que voit le jour un petit être déjà tonique dès son premier jour de vie. On va lui donner un prénom élégant et qui inspire le respect. Lou Denis. Il y a une signification particulière à ce prénom? Je ne pense pas. Voilà, c'était un nom de baptême, tout simplement. Voilà, donc et puis ma mère voulait chercher l'originalité, donc elle a choisi 2 noms. Voilà. C'est très élégant. Bah merci beaucoup. Voilà. Je passerai le bonjour. Donc, vous êtes le fruit d'un métissage franco-congolais. Et donc c'est votre maman qui vous élève, c'est ça? À Montrouge? Oui. Alors mon père était français d'origine congolaise, mais on vivait pas ensemble. Hein. Et donc vous grandissez avec votre maman. Et comme tout enfant né à l'aube des années 80, vous faites partie de ce qu'on appelle la génération Club Dorothée. Bien sûr. Oui. Nourri au Chocobéen, au Chocapic, au Glace Max, au Malabar et au Manga. Oui. J'imagine que vous vous rappelez de ça aussi.
marrer. C'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Évidemment, je savais que si je vous mettais sur la voie, vous alliez tout sortir par cœur. Et oui, on reprenait ça dans les cours de récré à l'époque. Oui. Évidemment, vous faites partie aussi de cette génération bercée par les sketchs des inconnus et qui probablement vous ont peut-être donné envie de faire ce métier. Ah oui, complètement, ça a été une inspiration. Alors parfois, il y a plusieurs courants, il y a soit les nuls, soit, ouais, c'est ça. Il y avait les deux inconnus. teams. En fait, c'est pareil, il y avait Michael Jackson et Prince, et il y avait les inconnus et les nuls. C'est donc, ça. Vous, Et moi, j'avais pas Canal en fait, tout simplement. Donc c'est aussi bête que ça. Et j'avais même une télé qui marchait très mal. J'avais que 3 chaînes. Et quand il y a eu la télé des inconnus, je n'avais plus d'image, je n'avais que le son. Ah oui. Donc en fait, tous les sketchs, je les ai d'abord connus en audio, ouais. En radiophonique, ouais. Et ceci dit, ils avaient, voilà, ils étaient bien reconnaissables déjà, même en audio. C'est vrai qu'à ce moment-là, on pouvait déjà bien, c'était à la mode, comme dans les chaînes concurrentes qui passent des sketchs, mais c'est vrai que c'était des hits comme des chansons qu'on écoutait en fait. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on retient bien les sketchs. Et donc cours de récré que vous préférez à la salle de classe? Oui. Ah oui. C'était pas, enfin, vous aviez la sensation que le cadre scolaire c'était pas votre truc. Oui, ça alors en fait c'est surtout à partir de la 5e que ça s'est détérioré parce qu'on m'a changé de classe. J'avais plein de copains et puis je sais pas pourquoi on m'a mis dans une classe une autre, donc j'ai perdu des copains que je voyais moins. Donc ça m'a un petit peu désarçonné et puis je suis tombé sur des professeurs. Je me sentais pas tout à fait à ma place. J'ai lu des bouquins trop tôt. Qui m'ont trop marqué. Et qui vous ont traumatisé? Pas traumatisé, mais que voilà, je pense que j'avais pas. Vous avez un souvenir en particulier? Le Horla de Maupassant. Voilà. Et ça, oui. Alors là, ça m'a. J'ai eu beaucoup de mal. Ça me faisait peur. Du coup, voilà, je voyais des fantômes un petit peu partout. Pour préciser, le Horla, c'est un personnage qui est qui hante en sujet, fait. à un peu de la schizophrénie, on doit dire. Oui, c'est ça, de la schizophrénie. Donc c'est un personnage qui est hanté par une espèce de masse, comme une sorte de fantôme, de présence en fait, qui le harcèle. Et oui, c'est selon un esprit. Enfin, a priori, c'est dans son esprit, mais justement, j'avais pas toutes ces capacités à comprendre. C'était peut-être un peu tôt. Ouais, c'était un petit peu tôt. Et puis c'était en 5e. Et puis il y avait tout aussi les autres nouvelles de Maupassant qui n'étaient pas forcément. C'est vrai que j'en garde un souvenir. Oui, c'est vrai qu'on abordait des thèmes. Je suis boule de suif. Oui, c'était. C'est bien violent, quoi. Et effectivement, c'est vrai qu'avec le recul, quand on voit ça, c'est pas forcément le truc qu'on a envie de faire lire à nos enfants trop tôt. Donc c'est vrai. Peut-être que pour conjurer le sort, faudrait le jouer ce rôle-là, histoire de. Peut-être, oui, ce sera chouette. J'aimerais bien. Je sais pas, histoire de faire la paix avec ce personnage et cette nouvelle. Non, mais j'ai relu depuis, et puis je trouve que c'est une œuvre absolument formidable. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour les enfants, le fantastique comme ça. Oui, donc vous vous disiez que ce qu'on vous apprenait, ça allait pas avec ce que vous aviez envie d'apprendre, quoi. Oui, puis j'étais pas du tout à l'aise dans ce côté faire pour. En fait, ne pas comprendre ce qu'on apprend. Oui, enfin, c'est pas tant pas comprendre, c'est faire pour faire, en fait, faire pour rentrer dans un cadre. Je me suis jamais senti très à l'aise avec ça, et du coup, ma mère a eu l'intelligence de me sortir un petit peu du cursus normal, et je suis rentré en horaire aménagé. Effectivement, donc votre maman a eu la bonne idée de vous inscrire au conservatoire, direction le violon d'abord. D'abord, ouais. Et alors c'est une relation que vous avez eue sympathique avec le violon, mais c'était pas le coup de foudre non plus. Non, exactement, ouais. Mais par contre, vous sentiez déjà cette sensibilité à la musique. Votre mère également faisait de la musique ou non, elle était plutôt danseuse. Elle aurait aimé être prof de danse classique, donc elle avait aussi un rapport à la musique. Mais alors quand j'ai commencé le violon, ça allait plutôt bien au niveau scolaire. Mais pareil, dans mon rapport au violon, il y avait un côté trop scolaire justement. J'ai trouvé trop le académique, violon, trop conventionnel. Exactement. Ouais. Et en fait, tout a démarré quand j'ai commencé à faire des concerts. En fait, c'est là que j'ai commencé à apprécier, apprendre pour faire en fait. Et puis apprendre pour faire, pour transmettre à un public qui est ému, j'imagine. Et c'était ça vos premières sensations avec le public. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Puis en plus, j'ai commencé à 13 ans le chant pour quasiment professionnel. Et oui, c'était. Alors j'avais déjà fait des auditions devant des gens, des choses comme ça, mais pas dans ces proportions-là. Et c'est vrai que dans ce chœur, la maîtrise de Paris, donc je suis rentré après à la maîtrise de Paris. Donc le matin j'allais à l'école et l'après-midi j'allais chanter. N'en dites pas trop. J'en dis pas trop. Oh là là, on va tout raconter. Voilà. Enfin bref, plein de choses. Oui, coupez-moi si je parle trop. Non, mais justement j'ai envie de revenir sur cette enfance pleine déjà de culture qui vous a accompagné jusqu'après ce parcours riche. Donc nous sommes avec Lou Denier et Lyon à aller applaudir absolument dans Rupture à domicile au Théâtre Rive Gauche du mardi au samedi 21h, dimanche à 15h. Courez-y,
En attendant de se retrouver pour la suite de cette émission, on est avec Ethanit Belaïch pour le Flash Info. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Tsahal réaffirme cet après-midi qu'elle se bat contre le Hezbollah au Liban et non contre les forces armées libanaises. Plus tôt dans la journée, l'armée du pays du Cèdre a annoncé la mort d'un de ses soldats des suites de ses blessures infligées par les forces israéliennes. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, va prononcer un discours dans la journée, et ce alors que l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient est en déplacement à Beyrouth. Objectif pour Amos Hochstein, avancer sur une proposition de trêve entre Israël et le groupe chiite. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer dans les prochaines heures sur un projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Les États-Unis vont apposer leur veto à la résolution du Conseil car elle n'appelle pas à la libération des otages, promet-on à Washington. Le centre de recherche de Parchin en Iran, qu'Israël affirme avoir frappé fin octobre, n'est pas considéré comme un site nucléaire, assure l'Agence internationale de l'énergie atomique. Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait indiqué avoir touché un élément du programme nucléaire de la République islamique. En France, le bureau de l'Assemblée nationale a acté la création d'un groupe d'amitié France-Palestine à la demande de LFI. Une décision à la portée hautement symbolique alors que la création d'un tel groupe requiert normalement la reconnaissance d'un État. Enfin, après la fermeture provisoire de plusieurs ambassades occidentales en prévision d'une frappe russe, le renseignement militaire ukrainien accuse la Russie de mener une attaque psychologique massive contre l'Ukraine. Le service déplore la publication de messages sur les réseaux sociaux selon lesquels il aurait fait état d'un risque accru de frappe russe. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous pour la suite du Annabelle Show. Je suis avec Lou Denis et Lyon, ce comédien pétillant à retrouver dans Rupture à domicile au Théâtre Rive-Gauche. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct avec le brillant multitalent Lou Denis et Lyon qu'on retrouve actuellement au Théâtre Rive-Gauche dans Rupture à domicile dans une comédie vraiment très très drôle. Courez-y, c'est du mardi au samedi 21h, les dimanches 15h. C'est vraiment jubilatoire, donc il faut se faire du bien, il faut aller rire avec un superbe casting. Cyril Garnier, Isabelle Vitari et à la mise en scène et à l'écriture Tristan Petit-Girard. Voilà, on se précipite pour y aller. On était en train de discuter donc de votre enfance et de ce voyage vers la musique grâce à votre maman qui vous a orienté dans cette direction. Donc effectivement, vous disiez que vous avez commencé à découvrir le public, la sensation de ce que c'était de découvrir un public à travers donc ces spectacles de violon, notamment à l'orchestre des jeunes Alfred, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Lovengut, voilà. Vous auriez dû me le caser celui-là aussi. Prononcer ce nom, c'est comme faire rentrer un rond dans un parallélépipède. Bravo. Oh là là. Donc vous étiez... Des ronds dans un parallélépipède, ça peut être des dominos aussi. Ah oui, joli, c'est vrai. Mais dis donc, mais quelle répartie. Je suis pas étonné. Effectivement. Ça s'arrachait sur les cheveux sur la tête, ça m'en donnerait même des pellicules. Oh là là. Bon bref, on va s'arrêter là pour tout de suite. Et donc effectivement, vous êtes en classe horaire aménagée et c'est vrai que c'est une forme d'éducation
qu'on retrouve dans certaines écoles, mais assez rare. Et effectivement, c'est ça qui a créé votre base, voilà, c'est-à-dire vous avez trouvé un cadre dans ces arts-là, en fait. Exactement. Dans la musique, dans le solfège, j'imagine. Vous avez fait longtemps du violon, du coup, Violon, j'en ai fait très longtemps, mais j'étais très mauvais. J'en ai fait, je sais pas, entre 15 ans presque, quelque chose comme ça. Et donc assez rapidement, comment vous êtes passé à la voix, du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie? Donc c'est par rapport à mon parcours donc en classe chaotique. Ma mère avait donc trouvé potentiellement cette idée-là, et j'ai pris des cours de chant avec mon professeur de musique de mon collège, Monsieur Vauquelin, et qui a trouvé que j'avais une belle voix. Alors je sais plus si c'est lui qui a conseillé ça à ma mère ou l'inverse, mais voilà, il a dit non, mais il a une belle voix, il faudrait qu'il tente. Et donc je me suis présenté aux auditions et j'ai été pris. Et donc effectivement, c'est un sacré parcours. Vous faites partie donc de la maîtrise de Paris, et conservatoire municipal du 12e arrondissement. Et donc plus tard, en grandissant, vous intégrez donc le pupitre des ténors des Cris de Paris, chœur dirigé par Geoffroy Jourdain. Oui. Ça consiste en quoi, en fait? Vous produisiez souvent? Oui, alors donc là, quand j'étais en chœur d'enfant à la maîtrise de Paris, on faisait beaucoup d'opéras, de concerts partout dans le monde avec des chefs d'orchestre prestigieux. On faisait aussi des voix de dessins animés, des publicités, des choses comme ça. Donc c'était très vaste. J'ai fait plein de CD aussi. Et donc après la mue, donc surtout pour les. Alors il m'avait gardé un petit peu, donc j'étais haute contre, donc je chantais en voix, en tessiture féminine. Donc c'est peut-être pour ça que je peux faire des voix aussi. et donc une fois que quand même on est majeur, il faut partir. Et donc quelques années après. Il faut partir maintenant, monsieur. Voilà, faut y aller. Et en fait, Geoffroy Jourdain, il travaillait aussi avec la maîtrise de Paris, parce qu'il y avait un prix de direction de chœur qui avait été créé à l'époque où j'y étais. Et donc lui, c'était un des premiers primés de ce prix-là. Et donc, comme on se connaissait, j'ai rejoint sa formation plus tard, qui était donc un chœur spécialisé plutôt dans les œuvres contemporaines assez complexes, assez chiadées, voilà. Et voilà, donc j'ai fait ça aussi pendant quelques années. Et puis pareil, des concerts, des spectacles. Alors, à quel moment donc là, vous avez vraiment une passion assez dévorante pour la musique. Et pour le coup, vous vous rendez compte quelques années plus tard que c'est un peu génétique, puisque vous réalisez que vous avez un demi-frère, donc, qui est Silver Johnson, alias Sly Johnson. On va écouter. Vous avez donc le même papa. Oui. Il est chanteur, auteur, compositeur, beatboxer. Qui a gagné des compétitions, je crois. C'est un des meilleurs au monde, voilà. Donc il faisait partie des Saiyan Supakru. Et on l'a même aperçu dans le Late Show avec Alain Chabat. Comment vous découvrez ce grand frère? Il est plus grand que vous, c'est ça? Complètement. Comment vous le découvrez, du coup? Hasard total. J'ai accompagné ma mère à son boulot, ce qui ne m'arrivait jamais, parce que c'était beaucoup trop tôt. Et donc, on habitait dans la même ville avec mon frère. Et je lui dis, c'est quand même marrant. Donc, je vais avoir 20 ans, je crois. Et je lui dis, c'est quand même marrant que je l'ai jamais croisé une seule fois. Elle fait, tiens, il est en face. Et donc il traversait la rue, et donc je suis allé le voir, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc vous saviez que vous aviez un grand frère, mais vous ne l'aviez jamais rencontré? Non, on s'était jamais rencontré. Et voilà, et puis donc au début je ne savais absolument pas qui faisait partie de Saiyan Supakru, dont j'étais fan, très sincèrement. Et donc c'est en revoyant un copain d'enfance, je lui dis, histoire de dingue, j'ai rencontré mon frère. Il me dit, ah bon, t'as un frère? Et je lui dis, oui. Et il me dit, mais comment il s'appelle? Et je lui dis, Silver. Et pareil, les Silver, comme les Bobigny, ça court pas les rues. Et il me dit, mais Sly Johnson? Je fais, ouais. Tu sais qui c'est? Je dis non. Et là, je découvre qu'il fait partie de Saiyan. Alors là, c'était absolument incroyable, quoi. C'est fou. Hein. Ouais. Et du coup, comment s'est passée cette rencontre? Parce que lui aussi, j'imagine qu'il savait qu'il avait un frère. Oui, pareil. Donc on était un petit peu surpris. Vous ressemblez en vrai un petit peu. Oui, je ne saurais pas dire, mais oui, un petit peu. Oui. Il y a un petit air de ressemblance. Après, je dirais pas que vous êtes des jumeaux, mais il y a un petit air de ressemblance. Complètement. Puis il y a un feeling aussi un peu pour la musique et la scène. J'imagine la voix, tout ça. Ouais. Et oui, puis aussi dans l'imitation des bruits. Alors les beatboxers, mais voilà, je me suis toujours amusé à faire des tunes, des trucs comme ça quand j'étais petit. Puis lui, pareil. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà. Puis on a suivi nos carrières respectives. Voilà, je vais le voir lundi prochain à l'Olympia avec le Saiyan Supakru qui se reconstitue. Vous avez raison, faites la promo. Sly Johnson sera donc à l'Olympia lundi prochain avec le Saiyan Supakru. Effectivement, c'est une date à ne pas manquer pour tous les aficionados s'ils reviennent effectivement tous ensemble sur scène. Donc c'est vrai que c'est assez amusant et donc vous avez
cet amour commun de la musique. Donc j'imagine, il est venu vous voir, vous l'avez vu. Enfin, on essaie de se voir le plus souvent dans ce qu'on fait respectivement. Ouais. Donc oui, on a à peu près vu tout ce qu'on a fait l'un l'autre. et une envie comme ça, peut-être un jour de chanter ensemble ou de beatboxer ensemble, Alors, ou chanter, sous n'importe quelle forme. Bien sûr, oui. Alors, travailler ensemble, ça, j'aimerais beaucoup. Si tant est qu'on trouve la bonne forme, chanter ensemble. En toute humilité, je me sens un tout petit peu en dessous de son niveau parce que pour moi, c'est un des plus grands chanteurs de soul. Seul plus grand chanteur de soul français, je le dis absolument sans problème. Et voilà, il a une voix absolument exceptionnelle, comme on l'a entendu à l'instant. Donc, mais oui, il a une voix très surprenante d'ailleurs, et lui aussi peut aller dans beaucoup de registres. Il peut tout faire. C'est un énorme orchestre à lui tout seul. Complètement. Et puis il a une oreille, c'est pour lui la musique est vraiment complètement organique, quoi. C'est le rythme surtout, c'est comme ça chez lui. Ouais. Après, ce rythme, c'est ce que vous partagez dans le jeu. Oui, le rythme du jeu, du mot, voilà, et encore une fois, de l'intention. Et donc, alors effectivement, vous découvrez ce frère, mais vous grandissez aussi en admirant. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Vous aimez bien le cirque, le clown, dans le sens noble du terme. Bien sûr. Et vous grandissez en admirant un génie de la comédie et du non-verbal, Buster Keaton. Comment vous le découvrez ? Je sais plus qui j'ai découvert en premier, mais je crois que c'est peut-être par Jackie Chan. Parce que j'étais. Alors je suis pas bien dans ma chronologie, mais on va y revenir. C'est normal. Mais bref. Mais effectivement. Mais oui, parce que Jackie Chan était Il est vrai que Jackie Chan était lui aussi un passionné fan, de Buster Keaton. Et effectivement, il y a quelques scènes qui sont très inspirées des films de Buster Keaton. D'ailleurs, je vous encourage. Mais vous l'avez peut-être déjà vu, mais il y a un reportage sur YouTube, l'art du gag en anglais. À l'American, The Art of Gag de Buster Keaton, où on voit comment Buster Keaton a été une référence pour de très très nombreux comiques, dont Jackie Chan. C'est assez rigolo. Donc effectivement, vous avez aussi été bercé par l'unique, le seul et l'unique Jackie Chan. Si je vous fais écouter ça. C'est vieux ça. Vous aviez arrivé à me reconnaître quel film c'est ? Si. Oui. C'est pas un des Police Story, non. C'est lui qui chante. Il y a une énorme scène avec un réacteur. C'est Opération Condor. Bravo. Oui. Alors j'ai vu ce film 1500 fois. Bah oui, pareil. Donc effectivement, et du coup c'est vrai que ce personnage-là va quand même vous inspirer non seulement pour le comique, et c'est vrai que quand on sait ça, après quand on vous voit jouer, on reconnaît des choses de la gestuelle très chorégraphiées, qui peuvent venir des arts martiaux, j'imagine. Et c'est vrai que c'est aussi des disciplines que vous avez découvertes pendant votre adolescence. Oui, tout à fait, ouais. Donc c'était à la fois la musique et à la fois donc pour quelqu'un qui voulait pas du cadre, vous êtes allé vers des disciplines quand même très cadrées. Que ce soit les arts martiaux avec cette discipline et cette philosophie, j'imagine, de sérénité à la fois dans le combat, et que ce soit dans la musique avec la manière de trouver son propre rythme, tout en suivant le rythme des autres. En fait, c'est des cadres qui n'en sont pas, entre guillemets. C'est vrai que dans l'école, c'était je me perdais un petit peu dans la masse, et puis dans ce côté un petit peu uniforme, puis pas vraiment respectueux des temps de chacun, en fait. Et alors que à la maîtrise de Paris, j'étais en chœur, donc on était au service d'un même projet et puis de transmission. Et puis les arts martiaux, c'est autre chose, c'est une passion. Donc Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, j'en passe. et oui, c'est ce qui a aidé à forger mon caractère avant tout. C'était vraiment durcir dans la vie. J'étais un petit peu faiblard, voire un peu victime quand j'étais petit. Et quand j'ai rencontré les arts martiaux, il y a quelque chose qui s'est construit. Exactement, ça m'a donné de la stabilité, de la confiance en moi. Vous, exactement. Et ça a tout changé. Et oui, ça m'a donné tous ces cadres-là que je ne trouvais pas ailleurs. C'est un beau message que vous dites, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'élèves, de jeunes enfants qui se perdent ou qui se sentent incompris des fois dans le cadre scolaire. Et il existe d'autres voies, il faut explorer, il faut chercher, effectivement. Et des fois, même à travers ce qu'on regarde, même la culture. Et tout simplement, même Jackie Chan, ça vous a donné de l'inspiration pour ce que vous êtes. Et comme quoi, quelque chose d'aussi léger et simple qu'un
qu'un humoriste ou qu'un acteur peut nous amener vers quelque chose ou vers une envie ou un parcours. Oui, Donc, complètement. C'est assez rassurant. Et donc, on retrouve effectivement donc cette passion pour le gag, voilà, le corps. Et ça tombe bien parce que donc après, dans votre parcours à l'école, là, une fois que vous avez trouvé voilà la musique, les cours à aménagés, etc., vous tombez au lycée sur une bande de potes qui pensent un peu comme vous et qui a envie de s'amuser. Oui. Donc notamment Romain Lancry, Paul-Henri de Bec. De Bac. Ouais. Il y a Avril Tambouret. Ouais. Et ensemble, voilà, vous délirez, vous partagez à ce moment-là, donc qui va devenir quelque chose dont on va parler. Mais avec eux, vous avez les mêmes références, vous partagez l'envie comme ça de créer, de raconter des blagues, d'écrire. Oui. En fait, donc c'est des copains que j'ai rencontrés au cours Florent. On n'était pas en cours intensif, mais c'était une fois le mercredi, une fois le samedi. Et oui, ça c'est quand on est encore ado, quoi. Ouais, c'est exactement. Ça. Exactement. Et en fait, on a un professeur, Jean-Christophe Bergeon, qui est devenu président de la Semaine de la Critique à Cannes, et voilà, qui est un personnage très important dans le cinéma, qui avait cette capacité un peu de réunir des gens, et en fait, on venait un peu d'horizons complètement différents. Voilà, on aime bien dire qu'on représentait chacun une minorité, en fait. Oui, je vois. Je vois un peu de quoi vous voulez parler, parce que j'ai déjà croisé Romain Lancry dans ma vie. Voilà. Et donc, c'est assez... voilà, on est un groupe un petit peu... Vous étiez une pub Benetton. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et donc oui, avec cette même passion pour la parodie, notamment la première chose, que ce soit des inconnus ou des nuls. Et donc très vite, on a commencé à faire des fausses pubs, des parodies, plein de choses. Et puis ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et en fait, on était... Alors à l'époque, ça s'appelait pas les youtubeurs, ça s'appelait les Dailymakers sur Dailymotion. Donc on était un peu les premiers youtubeurs. Et, voilà, et donc vous avez créé ensemble le fameux comité de la claque. Ouais. Et je dois dire que moi, c'est là que je vous ai connu, pour dire tout à fait la vérité. Et d'ailleurs, alors, dites-moi si je me trompe, mais je crois vous avoir rencontré. À l'époque, il y a Marc Labrèche, si vous voyez, qui est un comédien québécois qui est absolument hilarant et drôlissime. Qui jouait donc dans la parodie du soap opéra Le Cœur a ses raisons, que j'ai vu aussi des centaines de fois, qui a fait un pilote d'émission à Paris, et il me semble que vous y étiez. Oui, c'est ça, on travaillait avec lui, alors hélas ça s'est jamais fait. Et là ça s'est jamais fait, mais c'est là que je vous ai vu pour la première fois avec Romain Lancry et vous-même, voilà, donc c'est assez marrant, comme quoi c'est aussi important de dire que des fois dans des carrières, on a des propositions, des fois ça se fait. Donc effectivement, c'était censé être le talk show qui allait naître sur M6 ou je ne sais pas. Et effectivement, cette émission n'a jamais vu le jour, mais ça ne vous a pas empêché, vous. Mais c'était génial, on s'est éclaté. Puis je suis tellement fan de Marc Labrèche que c'était génial de le rencontrer. Qu'est-ce qu'on a ri. Effectivement, c'est un génie de l'humour. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez son nom sur Google, vous allez vite tomber sur Le Cœur a ses raisons et vous allez tout vous enfiler comme épisode, c'est extraordinaire. Alors en parallèle de ça, donc effectivement vous commencez le théâtre, vous êtes sur des projets et vous renouez d'une certaine manière avec vos racines africaines en allant jouer dans une compagnie en Centrafrique. Comment ça s'est fait cette rencontre avec cette compagnie et avec donc là vous y découvrez le théâtre d'invention. D'intervention, pardon. D'intervention, oui. Alors en fait, donc je suis parti avec une troupe française. On était des jeunes comédiens et on voulait monter un Shakespeare. Et en fait, il y avait des gens qui étaient en relation dans cette troupe avec un centre culturel, l'espace Lingatere, géré par Vincent Mambachaka, qui est une sommité du théâtre en Afrique centrale. Et donc on a fait un échange culturel avec une troupe locale là-bas. On est parti 2 mois et demi en République centrafricaine, au Togo, en passant par le Bénin aussi. Et c'était le voyage le plus fou, le plus épique de ma vie, entre découvrir ce pays incroyable, la République centrafricaine, découvrir l'histoire aussi de ce pays, découvrir ce qu'est un coup d'État, découvrir la misère, découvrir plein de choses. Voilà, donc c'était vraiment un référentiel qui est plus du tout le même. Ah oui, voilà, exactement. Donc une autre manière de vivre, une autre philosophie. Vous êtes tous revenus complètement bouleversés et changés de ce voyage qui était formidable. Et donc c'est là aussi qu'on a pratiqué le théâtre d'intervention, qui est du théâtre social, qui peut se pratiquer dans n'importe quel coin du monde.
monde, et où on prend des thèmes sociaux, la condition de la femme, le sida, les choses, voilà, tout ça. Le harcèlement. Exactement. Ça se fait beaucoup en France d'ailleurs aussi. Oui, hein. tout à fait, ça se fait en entreprise notamment. Oui. Et là, donc là, c'est plus, on était dans la rue au contact des gens et c'était vraiment des échanges absolument incroyables. Et puis oui, cette rencontre, en effet, avec mes racines, le continent africain, c'était bouleversant. Ouais. C'est une belle expérience en plus de pouvoir aller rencontrer ces racines-là avec une passion qui vous dévore. Quoi. Exactement. Ouais. Non, puis ça a beaucoup changé de choses dans votre perception. Dans mon perception. Oui, même dans mon métier de comédien, en fait. Voilà, à cette époque-là, j'étais un petit peu dans la caricature, des choses comme ça. Puis je travaillais avec une metteur en scène qui m'a dit non mais voilà, essaye de te l'approprier dans le corps, de comprendre parce que là c'est pas assez sincère. Et c'est là que j'ai commencé à travailler mes personnages plus dans la sincérité, trouver. C'est vrai quand on vient de l'école de la parodie et de la caricature, on a tendance à vouloir en faire beaucoup. Oui. On a envie d'être drôle absolument et on y met toute son énergie. Oui. Et c'est vrai que j'imagine que là, ça vous a permis d'adoucir tout ça. Exactement. Et finalement, des fois, c'est quand on en fait moins que c'est encore plus drôle parce que c'est encore plus juste. Et c'est quand c'est vrai que ça fait encore plus rire. Exactement. C'est marrant parce que justement, on parlait de ça aussi avec Cyril Garnier qui racontait que quand il a écrit son seul en scène, il a travaillé avec un metteur en scène. Donc j'aurais voulu être un astronaute. Il avait travaillé avec un metteur en scène justement qui lui aussi lui avait fait poser comme ça toutes ses intentions parce qu'il venait aussi de l'école du du Two-Man Show, du duo. Et qu'effectivement, on a tendance un peu à vouloir en faire beaucoup et que finalement, des fois, on a tout intérêt à effacer un peu pour... Exactement, il faut apprendre à ce que dans l'humour, enfin l'humour c'est ça de toute façon, c'est que du rythme, mais c'est apprendre les silences. Tout à fait. Exactement, c'est comme en musique. Et c'est un peu l'erreur d'ailleurs de tous les humoristes et les comédiens au début, c'est qu'ils ne savent pas habiter les silences. Exactement. Et d'ailleurs, comme on peut le voir dans votre pièce, il y a des silences qui disent tout, qui sont très importants en fait. Ah oui, c'est ça, c'est le non-jeu. Justement, je faisais un petit peu référence à Buster Keaton, ce personnage qui ne faisait absolument rien facialement et on comprenait quand même toutes ses émotions. Justement, l'art de ne rien faire. Et puis du coup, c'est ce qui est rigolo parce que parfois quand on fait rien, c'est ce qui attire les regards et du coup, on peut habiter le personnage dans le silence. Vous avez ça de nombreuses fois parce que des fois, vous faites rien. Il y a juste un regard qui change de direction, qui veut dire de la panique, on se fait tout le sous-texte que vous avez en tête, nous, à ce moment-là. Et effectivement, c'est délicieux, quoi. Donc, c'est vrai que il y a un côté assez anglo-saxon dans le non-jeu que des fois on n'apprend pas forcément dans les écoles françaises peut-être. Oui, ça vient vraiment avec l'expérience en fait, de se rendre compte que parfois, alors surtout moi j'avais tendance à être trop présent, justement vouloir absolument exister. Dans l'énergie. C'est justement mon professeur de décours Florent qui m'avait appris ça, à dire voilà, tu peux poser les choses et apprends plutôt à dire une chose juste. D'ailleurs, c'est valable que pas seulement en humour. Oui, tout à fait, c'est valable dans tout. Voilà. Réfléchis et puis sors la chose juste et puis comme ça se passera beaucoup mieux. Effectivement. Donc, revenons-en à ce parcours. Ah tiens, juste pour se faire plaisir, un petit début du comité de la claque. Vous n'avez pas le temps de regarder la télévision, Speed TV, la télé qui résume la télé. Je vais pas en mettre plus parce qu'on ne le comprendrait pas dans le... Non, c'est rare. Mais j'avoue, rien que ça, le speed télé, mais c'était extraordinaire. Donc juste pour expliquer, allez voir sur YouTube, il y en a quelques-uns. Vous accélériez comme ça n'importe quel concept de télé, n'importe quel programme. C'est ça. Donc on avait une Lost. Starac en une minute, Top Chrono, Lost, tout ça en une minute. Et c'est vrai que c'était super marrant. On s'est vraiment éclaté. Et j'imagine, c'est vrai qu'aujourd'hui justement... on a de moins en moins ce genre de format parce que c'est plus difficile. Vous aviez une liberté totale. Absolument totale. On faisait ce qu'on voulait. Et puis d'ailleurs, on a eu des annonceurs qui sont arrivés aussi pour qu'on fasse des pubs web ou des choses comme ça. Et c'est là que ça a commencé à se restreindre aussi. La pression du client. Du consommateur, etc. Pareil, on avait des petits sketchs, on a eu quelques sketchs sur TF1 et à un moment on avait un sketch qui tapait sur le principal annonceur, donc là on nous a dit non, hélas. On nous a dit allez, au revoir. Donc on a connu un petit peu, c'était une époque où il y avait absolument pas de censure. Après on n'essayait pas non plus d'être provocateur pour rien, on essayait toujours de mettre un petit fond, qui nous amusait, et c'était une totale liberté, donc c'était très chouette. Alors pour le coup, ces personnes avec qui vous avez créé ce comité, je crois que vous allez les retrouver, ou vous les avez déjà retrouvées.
dans un... On peut en parler dans un film qui va sortir bientôt. Je sais pas, je sais pas enfin, quand. En tout cas, pas du tout les infos. Qui sortira, oui. Et donc on y retrouve Romain Lancry avec Élodie Fontan, qui elle est dans un autre collectif qui se permet pas mal de choses, qu'on retrouve dans la bande à Fifi et dans tous les films complètement déjantés. Donc j'imagine qu'ensemble vous avez dû bien vous amuser. Ah ouais, c'était super. Et vous travaillez aussi avec la même équipe à la réalisation. Oui, c'est ça. Vladimir Rodionov, qui était un petit peu celui qui a fédéré tout ce groupe-là et qui était notre réalisateur. Voilà, et donc c'est son premier long métrage dont j'ai adoré le scénario sur des histoires d'anges gardiens. Ouais, hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Ouais. J'ai eu quelques retours qui sont plutôt chouettes, donc voilà, j'ai très hâte de le voir. Hâte de vous découvrir et de vous retrouver ensemble aussi d'ailleurs avec Romain Lancry, parce qu'effectivement vous formez un duo. Vraiment, charmant, parce qu'effectivement vous êtes les opposés, avec des énergies comme ça. Et lui aussi d'ailleurs, vous avez eu des parcours un peu similaires, parce que lui a fait aussi un programme court je n'ai plus Ma pire angoisse. Ma pire angoisse, voilà, effectivement. Et c'était aussi très très drôle. Donc c'est un plaisir en tout cas de savoir qu'on va vous retrouver ensemble. Donc revenons-en à vous. Donc après cette expérience théâtre et vous commencez et cette notoriété du comité de la claque, vous commencez à travailler. Vous faites notamment les talents Adami à Cannes en 2005. On peut peut-être entendre un petit extrait. Tiens. Trace. C'est la base de la chasse. Oh, tu peux pas t'arrêter 2 secondes avec ton rap à 2 balles, là? Attends, je cherche. Oui. D'habitude, t'es plus poétique, hein. Déjà que le boss trouve que je plane un peu. Si je lui dis que je travaille à mi-temps pour payer mes études de philo, il va me trouver tellement perché, je vais pas rester longtemps dans les murs. C'est rigolo. C'est marrant parce que ce personnage, il a l'air surprenant comme ça, il brouille les pistes. Il me fait un peu penser à vous, en fait. Oui, c'est marrant parce que il n'y a pas vraiment de hasard dans les castings. En fait, c'est toujours, parfois c'est un peu cruel d'ailleurs, mais on se retrouve toujours un peu dans un truc qui vous ressemble, quoi. Ouais, qui nous ressemble sur le moment. Il doit y avoir des petites particules Bravo qui se dispersent un petit peu partout. Et oui, c'est. Mais je l'ai compris après ça. En fait, sur ce personnage, j'avais hyper peur parce que donc c'est un personnage qui fait du rap. Je me suis dit, je vais pas trop inventer. Je suis de banlieue, mais pas non plus de banlieue. Et donc je me dis, je vais pas m'inventer, quelque chose que je suis pas. Et en fait, c'était le personnage, mais je l'ai compris. En fait, je l'ai fait comme je me suis un peu planté, entre guillemets. Mais en fait, ce court-métrage, c'était plein de hasards parce que donc les talents Cannes de l'Adami, c'est des scénarios originaux qui sont confiés à des réalisateurs comédiens ou des réalisateurs confirmés, et puis ils font un casting comme ça pour lancer des jeunes comédiens. Et mon réalisateur, Thierry Bocheron, s'est retrouvé un petit peu les derniers scénarios. Et il savait pas comment faire sur celui-là. Et donc, pareil, il cherchait. Et finalement, c'était le seul court-métrage parmi les 10 qui avait une petite dimension un peu sociale. Et donc il est un peu ressorti, donc c'était assez marrant. Des fois il y a des heureux hasards, effectivement. Et d'ailleurs, ces talents Adami, ça permet aussi de vous faire connaître. C'est un peu le vivier les talents de l'année, donc effectivement auprès des agents et des directeurs du casting, j'imagine que ça permet d'avoir. Et puis on a 3 jours à Cannes, donc ça c'est cool. Donc, après, donc vous en gardez un on très court bon sur la souvenir. croisette entre essayer de rentrer aux soirées en se faisant refouler à chaque fois, essayer de monter sur les marches manger en se faisant des refouler à toasts chaque fois. de caviar au topinambour. Ah oui. Il vient de très loin celui-là. En tout cas, mais effectivement, c'est encore, ça vous emmène encore vers une autre aventure qu'on va raconter incessamment sous peu. Je suis donc avec Lou, Denis et Lyon. On traverse comme ça ce voyage, ce parcours, et on vous retrouve évidemment à la fin du parcours, de manière actuelle au théâtre Rive Gauche dans Rupture à domicile du mardi au samedi 21h et les dimanches à 15h. Venez rire avec Lou, Denis et Lyon. On se retrouve dans quelques instants, mais avant, c'est le journal. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bittan. Un spectacle percutant, engagé
et émouvant. Bernard Bitan met des mots sur les mots du peuple juif. Bernard Bitan revient avec son spectacle à l'Écuge, lundi 18 et jeudi 21 novembre à 20h30. Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr. Écuge.fr. Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitan. Spectacle d'actualité et solidaire d'Israël, en partenariat avec Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, il est 16h. C'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 411e jour de guerre en Israël, un cap terrible a été franchi. 800 soldats sont morts depuis le 7 octobre 2023. Tsahal a annoncé la mort du 800e militaire israélien tombé au combat ce matin. Le sergent-chef de réserve Roy Sasson, 21 ans, originaire de Mevatzeret Tzion, combattant du bataillon Narshon de la brigade Kfir. Il a été tué hier lors d'un affrontement avec des terroristes à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou salue le travail des soldats israéliens dans le territoire palestinien. Ici, au centre de la bande de Gaza, et dans toute la bande, ils ont obtenu d'excellents résultats dans la réalisation de notre principal objectif, que le Hamas ne gouverne pas Gaza. Nous éliminons ses capacités militaires de manière très impressionnante. Nous nous attaquons à ses capacités de gouvernance, et nous n'avons pas encore terminé. Le Hamas ne sera pas à Gaza. Le chef de l'exécutif israélien en déplacement à Gaza, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, sera demain en Israël pour négocier les détails d'un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Ce dernier était initialement attendu aujourd'hui à Jérusalem après avoir rencontré les dirigeants libanais lors de discussions qu'il a décrites comme très productives. Il est toutefois resté au Liban pour discuter dans la matinée des détails techniques du projet de cessez-le-feu avec le président du Parlement local qui négocie au nom du Hezbollah. Un accord est à portée de main, a-t-il assuré. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'État hébreu insisterait pour se donner la possibilité de surveiller le Hezbollah et d'agir contre lui dans le cadre de tout accord éventuel. Réaction du Hezbollah cet après-midi. Son leader, Naïm Kassem, promet de poursuivre ses actions militaires, que les négociations aboutissent ou non. Le ministère israélien de l'Aliyah et de l'intégration maintient les aides accordées aux nouveaux immigrants malgré le contexte sécuritaire actuel. Cette décision fait suite à d'intenses négociations avec le ministère des Finances dans un contexte où la plupart des ministères subissent des coupes budgétaires. L'immigration française vers Israël connaît une hausse significative avec près de 2000 nouveaux arrivants depuis le début de l'année, soit un doublement sur la même période par rapport à 2023. En Europe, la Russie menace l'Ukraine d'une attaque aérienne significative. Tôt ce matin, l'ambassade américaine à Kiev a fermé ses portes et a mis en garde contre toute attaque russe en Ukraine, et ce, au lendemain de la promesse de Moscou de réagir aux tirs de missiles américains à longue portée par l'Ukraine sur son territoire. Le renseignement militaire ukrainien accuse la Russie de mener une attaque psychologique massive contre Kiev. Il faut que la Russie revienne à la raison et à la responsabilité, a lancé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot ce matin. Depuis 2 ans et demi, Poutine a englouti toutes les ressources de son pays dans cette guerre d'agression. Il a asphyxié son économie avec aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement élevés, des pénuries de main-d'œuvre, un déficit public abyssal. Il est même obligé d'aller supplier la Corée du Nord, au mépris du droit international, pour aller chercher là-bas les soldats qu'il n'arrive plus à mobiliser chez lui. Donc la Russie n'est pas en position de force. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, sur CNews. En France, l'Assemblée nationale acte la création d'un groupe d'amitié France-Palestine à la demande de LFI. Une décision à portée hautement symbolique alors que la création d'un tel groupe requiert normalement la reconnaissance d'un État. Une demande du même type avait été formulée en mai sans aboutir. Le groupe disposera désormais d'un budget pour prendre des initiatives diplomatiques et culturelles, notamment auprès de parlementaires étrangers en effectuant par exemple des déplacements
déplacement ou en invitant au contraire des représentants et des citoyens étrangers en France. Au 3e jour de la mobilisation des agriculteurs, la coordination rurale a commencé à bloquer des centrales d'achat dans le sud-ouest. À la mi-journée, un tracteur du syndicat agricole équipé d'une grosse remorque s'est installé en travers de la voie d'accès menant à une plateforme logistique du groupe Leclerc à Mont-de-Marsan dans les Landes. La section du Lot-et-Garonne de la coordination rurale a quant à elle pris l'initiative ce matin d'appeler le Premier ministre Michel Barnier. Moins d'un an après une première mobilisation historique, les syndicats agricoles redoutent notamment la ratification d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Du sport pour terminer ce journal avec une retraite dans le monde du tennis, celle de Rafael Nadal qui est désormais actée. 2 ans après Roger Federer, Rafael Nadal est devenu cette nuit à Malaga le 2e membre du Big Three du tennis à ranger ses raquettes pour de bon. Il s'est dit serein après une ultime défaite en quart de finale de la Coupe Davis contre les Pays-Bas. Merci Tanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous pour la dernière partie du Annabelle Show avec Lou, Denis et Lyon, à retrouver sur scène au Théâtre Rive Gauche dans Rupture à domicile. À tout de suite. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Lou, Denis et Lyon. On parle de passion, de théâtre, de jeux, de gags, de sketch, de musique. On le retrouve actuellement sur scène. Il est dans Rupture à domicile avec Cyril Garnier, Isabelle Vitari. Mise en scène, écrite la pièce par Tristan Petit-Girard, à retrouver au Théâtre Rive Gauche du mardi au samedi à 21h et les dimanches à 15h. Vraiment, courez-y pour faire du bien et pour rire. Alors, cher Lou Denis, on évoquait donc le comité de la claque, voilà, un moment de votre vie assez amusant où vous aviez totale liberté, vous avez créé avec des amis que vous allez retrouver donc bientôt dans un film qu'on verra. Et effectivement, ce programme court, cette pastille que vous avez créée, vous a permis de vous faire voir. Voilà, ensuite effectivement les talents Adami dont on parlait. Et voilà, vous faites votre petit nom dans le milieu compliqué de l'écran, du cinéma et de la télé. Et un jour, on vous propose de passer un casting et vous apprendrez plus tard que vous étiez le dernier à passer ce casting. De quoi il s'agit? Oui, c'est le casting de Scène de ménage, oui, qui a été une espèce de plein d'éléments, alors c'est comme maintenant il en a parlé lui-même, je peux le dire, donc c'était Arnaud de Samer en fait qui devait interpréter le rôle au départ. C'était avec lui, Audrey Lamy. C'était lui le premier choisi, donc il a vu Audrey Lamy aussi en casting et tout ça, et finalement la production M6 ont eu peur que ça fasse un peu trop à gars une fille, donc ils ont décidé d'ouvrir la diversité, et j'ai des amis qui travaillaient à ce moment-là avec cette production, ils ont dit mais vous connaissez Lou Denis, ils ont montré des extraits du comité de la claque, ils ont dit c'est parti, et donc je suis le dernier à avoir passé le casting et voilà, c'était pour vous. Ça s'est bien passé. C'est assez extraordinaire. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, donc on peut s'imaginer, effectivement, il l'a raconté à Arnaud de Samer que voilà, c'était un moment assez dur pour lui. Mais ce qui est important, effectivement, dans les carrières, c'est de se dire que c'est pas sur un moment précis que ça se joue, c'est surtout en fait. Donc un acte manqué entre guillemets vous amène ailleurs, vous fait rencontrer d'autres gens et vous amène vers d'autres projets. Et là, en arrivant dans les studios, je suis passé dans le métro, il y avait une affiche en 4x3, il joue avec Baptiste Le Caplin et Jérémy Ferrari en trio. Donc c'est vrai que c'était pas ça, mais c'était autre chose. Et donc vous obtenez donc ce rôle incroyable et vous formez un duo vraiment très complice et limpide, je dirais, parce que toute la difficulté effectivement dans ce genre de programme, et d'ailleurs la difficulté ils la rencontrent à chaque fois qu'ils veulent créer un nouveau couple, exactement, c'est qu'on y croit, et effectivement avec vous et Audrey on y croit, ça marche vraiment bien, donc vous avez effectivement une succession de saisons, 9 saisons, ouais. Donc j'ai noté 1716 épisodes.
Oui, donc multiplié par autant de sketchs. Voilà. Donc ça fait beaucoup, ouais. C'est quand même un marathon de folie. C'est une sacrée école, j'imagine, de jeu et de vie, parce que ça a quand même changé énormément de choses dans votre vie, même en tant qu'humain. Bien sûr, du jour au lendemain, vous aviez énormément de lumière sur vous, quoi. Oui, exactement. Oui, ce qui est très drôle, c'est que vraiment à la base, ce casting, je ne savais absolument pas pourquoi c'était. Absolument pas. Je passais le casting comme visiblement, c'est un peu le truc de la maison de garder ça vraiment très, très, très secret jusqu'au bout. Oui, donc j'y vais. Et puis ensuite, Alain Capoff m'invite à la Plaine Saint-Denis pour me dire que je suis pris. Et puis il me montre les pilotes. Là, je vois la qualité de production. Je me dis, attendez, mais c'est quoi exactement? Il me dit, attends, on t'a pas dit? Je dis non. Mais a priori, on va peut-être avoir une petite pastille tous les soirs, 3 minutes. Je suis d'accord. Et puis, très vite, la petite pastille de 3 minutes est devenue 10, 20, ainsi de suite. Et puis, voilà. Maintenant, je sais plus combien c'est, mais effectivement, c'est devenu ça. Et donc, vous êtes rentré dans le salon des Français, quoi. Exactement. Pour être clair. Ouais. Et des fois, les Français font peut-être pas. Enfin, des fois, le public. Justement, comment vous passez de la troupe, les sketchs comme ça, à Cédric. Que les gens croient que c'est peut-être le vrai Cédric, quoi, quand ils vous croisent dans la rue, j'imagine, des fois de temps en temps. Oui. Parfois ça arrive. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce qu'à une certaine époque, je cherchais la lumière, je cherchais la notoriété, tout ça, et pas à cette époque-là. J'étais un petit peu déjà, j'étais dans autre chose. En fait, vous travaillez déjà à ce moment-là. Exactement, oui. En fait, quand on est artiste, on veut travailler, quoi, exactement. Surtout. Et c'est exactement ça. Et donc, le truc tombe, ça explose, et donc la notoriété, c'est pas du tout. D'ailleurs, il devrait, je trouve, l'apprendre dans certaines écoles de théâtre, je trouve, de ce que c'est que le changement de vie, parce que c'est effectivement, pour ceux qui ne vont jamais la connaître, du coup, c'est... Oui, non, mais voilà. Mais effectivement, oui. Ou alors, c'est... Oui, ou alors, il doit y avoir des cellules psychologiques dans les productions, des trucs qu'on sait que ça va cartonner, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est compliqué, en effet, de l'anticiper. Non, parce que c'est un petit peu spécial. Parce que je crois qu'il y en a, ils sont très très près, mais ça n'arrive pas non plus, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est très spécial, du jour au lendemain, de se retrouver, appartenir aux gens, en fait. C'est ça qui est très spécial, et que, avec certaines personnes qui croient que ce qu'ils voient est la vraie vie. Oui, et que vous êtes vraiment en couple avec Audrey Lamy. Exactement. Alors quand il y a des gens qui me voyaient jouer dans d'autres choses, après ils me disaient, mais vous êtes plus avec elle? Voilà. Je disais, non. Mais presque ils m'en voulaient, genre, c'est pas vrai, en fait, on n'est pas ensemble. Et puis, mais toute cette merveilleuse aventure avec Audrey, c'était une complicité absolument. C'était ésotérique entre nous, c'était incroyable. Il y avait de la télépathie, des choses comme ça. Enfin, on s'entendait vraiment. C'est là qu'on voit qu'au bout d'un moment, vous avez même plus besoin de vous parler pour savoir quoi dire, quoi faire, à quel moment. Parfois, on se préparait des gags, des blagues. Et en fait, on préparait exactement le même gag au même lieu, au même endroit, ou des trucs comme ça. Alors là, ça passait des... C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est un duo, on arrive à trouver cette magie-là quand on est à l'écoute et qu'on se fait confiance aussi. Voilà, c'est très important. Et effectivement, elle aussi avait ce passif comique et ce sens comique incroyable, comme ce que vous avez aussi. Donc vous avez pu vous retrouver sur des choses... Voilà, sur ce sens du rythme, du jeu, de quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir. Oui, sur cette écoute formidable. Et puis, vraiment, on s'entendait dans cette surénergie. On était vraiment deux enfants lâchés dans une cour. Ce qui fatiguait beaucoup les techniciens et les réalisateurs. Ils terminaient la journée un petit peu. Voilà, mais oui, c'était surtout ce qui était incroyable, c'était notre énergie, en fait, notre envie de nous amuser en permanence. Bien sûr, tout en travaillant, mais c'était. Et puis, je crois que c'est ça que les gens ont ressenti, cette vraie amitié qui nous liait. Et puis, cette envie, de déconner, quoi, de faire rire. Et effectivement, et c'est ça aujourd'hui donc. Un beau jour, ce duo s'arrête, voilà, parce qu'il est temps d'aller voir d'autres choses et d'autres rôles et d'autres aventures. Et effectivement, il faut arriver à se faire de Poussin et de Cédric, il faut arriver à redevenir Lou Denis et Lyon, j'imagine. Et cette phase-là de l'après, est-ce que vous en avez profité déjà pour vous reposer et vous ressourcer et vous poser la question de ce que vous aviez envie d'aborder? Alors, ressourcer, reposer, oui, de fait, parce que du coup, casser ce rythme qui était assez prenant, oui, mais un comédien qui se repose trop longtemps, il angoisse très, 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 très vite. Ouais. Donc, oui, on avait pris la décision avec Audrey d'arrêter la série ensemble, parce qu'on pensait qu'on avait fait un petit peu le tour, et puis on s'amusait toujours, mais ça commençait à redescendre un tout petit peu le plaisir. On s'est dit, oulala, faut pas qu'on aille au plus bas, sinon c'est pas bien. Donc on a pris les décisions d'arrêter. Et puis je me suis dit, alors elle avait déjà sa carrière qui était très très bien avancée. Et moi je me suis dit, ah tiens, c'est le moment justement pour sortir de ça. Faut pas que j'ai peur.
Puis de toute façon, j'avais déjà fait pendant d'autres projets qui prouvaient qu'il y avait aucun problème. Mais je me suis dit, Space, ouais, exactement. Mathilde Amé, ouais, tout à fait, qui était une pièce qui absolument réunissait aussi formidable. beaucoup de disciplines, ouais. avec la danse, le mime, tout ça, enfin plein de choses. Et donc en fait, juste après ce nominage, j'ai eu une pièce. Alors on sait avec Daniel Rousseau et Corinne Touzet. Donc j'ai eu 6 mois d'attente et puis ça a repris tout de suite. Et donc ça m'a rassuré. Je me suis dit mais non, tout va bien. En fait, j'ai eu raison. Effectivement, dans cette pièce-là, là c'est vous qui jouez le coach, le trublion entre une femme et un homme, donc joué par qui ne s'entendent plus. Et c'est vrai qu'on retrouve, c'est le prémisse de la pièce de maintenant en termes d'énergie, de ce travail-là. Et effectivement, j'imagine que le fait de revenir sur scène comme ça, après toute cette aventure de ces 1716 épisodes fois je ne sais pas combien de sketchs, ça donne aussi un souffle et une envie nouvelle. Oui. C'est sortir du confort aussi, parce que faut l'avouer, je gagnais très bien ma vie. Exactement, je gagnais très bien ma vie avec scène de ménage et je me suis dit. Oui, c'est vrai que le théâtre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas les mêmes. Même si j'étais dans des très bonnes conditions, mais voilà, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus fragile, hélas. Et donc je me suis dit ça va me mettre un petit coup de pied au cul, pour pas s'endormir en fait, tout simplement. Et donc effectivement, on vous retrouve au théâtre et ça permet aux gens vraiment de venir vous voir sur scène et d'apprécier toute l'étendue de votre palette de jeu, de l'intensité du comédien que vous êtes. Et ça vous amène vers de nouvelles rencontres et de nouveaux rôles, notamment sur Clem, où vous tenez le rôle de Mathieu Collina et un rôle récurrent aussi, du coup. Et c'est vrai que vous avez envie comme ça d'élargir encore, j'imagine. Là, vous avez parlé de théâtre et vous-même de créer peut-être. Oui. J'ai entendu parler de projets, donc qui je vous laisse en parler, notamment un court-métrage sur lequel vous travaillez, parce que être artiste, c'est aussi délivrer des messages et une histoire, et vous avez envie de faire ça à travers d'autres créations où vous-même vous seriez l'initiateur de projets. Oui, j'ai toujours eu envie de créer un petit peu mes propres projets. Et donc là, j'ai un court-métrage en effet qui se situe lors de la Première Guerre mondiale, et c'est une rencontre entre des soldats noirs américains et des poilus français. Et ils vont échanger dans les tranchées autour du jazz. Voilà, parce que c'est en fait un régiment, le 369e régiment d'infanterie américain, qui a amené le jazz en France. En fait, c'était un régiment c'était une fanfare jazz. Et ils ont débarqué très, très, très tard, parce que l'histoire, hélas, des soldats noirs américains était très, très complexe. Ils ont été engagés très, très tard dans le conflit et tout ça. Enfin, c'était en pleine... leurs conditions, il y avait encore beaucoup de ségrégation, mais ils ont quand même été appelés. Et donc, ils avaient au début que des instruments, ils n'avaient pas d'armes. Et ils ont joué la Marseillaise, en fait, sur le port de Nantes ou de Rennes. Et c'est comme ça que les Français ont découvert le jazz, parce que je ne savais pas. C'est extraordinaire comme histoire. C'est génial. Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ne pourraient pas échanger dans les tranchées autour de ça? J'espère vraiment, sincèrement, que vous allez faire ce court-métrage. Et tel que vous le racontez, le pitch, ça fait très scénario de film à Oscar, je vous le dis. C'est trop gentil. Voilà, si ça peut vous... si vous en avez un jour, comme celui-là de chez Lidl, ne me remerciez pas. Mais vraiment, c'est vrai que c'est typiquement le genre de film, je trouve, qu'on a envie d'aller découvrir, parce que non seulement ça parle de transmission, ça parle d'histoire, et ça parle d'échanges entre des peuples. Exactement, et je pense que c'est vraiment là que les gens ont envie de se retrouver. Oui, donc, tout à fait. allier toute cette carrière que vous avez derrière vous, et devant encore, pour en faire un projet comme ça, moi, ça me plaît, en tout cas. Et je vous souhaite que ça aille loin. Et c'est vrai que maintenant, vous êtes... on va finir là-dessus, mais vous êtes aussi penché vers ce genre d'histoire-là. Je crois notamment aussi le Chevalier de Saint-Georges, qui est un musicien de l'époque qui venait de Guadeloupe ou de Martinique. Exactement, on n'est pas trop sûr. Il venait de Guadeloupe, en fait. Dans les années 1750. Oui, c'est ça. Il est né esclave, en fait. Voilà. Il avait un père blanc et qui a décidé de l'emmener à Paris avec sa mère noire, esclave. Donc, ils étaient affranchis à Paris à cette époque-là. Enfin, c'est assez rigolo quand on regarde l'histoire correctement de voir aussi que les périodes ne sont pas toutes celles qu'on croit. Le Louis XVI était assez contre l'esclavage. Et quand on arrive effectivement, des fois, on a tendance à réécrire, mais justement, c'est bien qu'il y ait des artistes comme vous qui viennent mettre en lumière des périodes qu'on ne connaît pas et que ça permette une certaine
information, pédagogie à travers le divertissement. Voilà. Et lui, c'était le premier compositeur noir de la musique française et qui a une vie absolument romantique, formidable. Écoutez, je vous souhaite de mettre en place ces projets. J'ai hâte de voir la suite de ce que vous allez nous proposer. Parce que vraiment, je pense que le public a encore beaucoup à découvrir sur Loudonier et Lyon. En tout cas, voilà des messages, des histoires et des valeurs que vous avez envie de délivrer et de partager. Comme on dit dans les séries, comme Scène de ménage, à suivre. En attendant, évidemment, on vous retrouve dans Rupture à domicile au théâtre. Qui n'est pas un péplum. Oui, bravo. C'est vrai. Moi, je crois que j'ai tout. Oui. Mais bravo, jusqu'à la fin. Un petit mot pour la fin. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est très. J'ai adoré cette interview. Écoutez, merci. J'ai adoré cet échange avec vous et je vous souhaite plein de succès en tout cas. Et courez le voir et rire, Théâtre Rive Gauche. Voilà. Les amis, je vous laisse avec le Club Imo de Marc Ezrati. Kiss, à demain. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Le Club Imo Radio J vous est présenté.